Bonjour à tous, nous voici ensemble pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés dans notre série consacrée aux véhicules autonomes qui vont bouleverser nos villes et nos vies. Cette vidéo est consacrée aux adaptations et même aux bouleversements à venir pour les collectivités publiques en ce domaine et notamment les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales vivent déjà depuis quelques années une révolution de tout ce qui est multimodalité, tout ce qui est mobilité urbaine. Avant, on avait un choix simple entre régie, marché public et DSP, délégation de service public. Très bien. Les outils eux-mêmes n'étaient guère que le bus, le tramway et le métro pour l'essentiel. Aujourd'hui, on a une multiplication des outils juridiques et une multiplication des outils techniques. On peut avoir une simple utilisation, facilitation par la collectivité publique de la transition entre la marche à pied et d'autres outils, entre ces outils entre eux. Typiquement le copartage, avec une implication plus ou moins variée de la collectivité. Aujourd'hui, le Big Data et le GPS nous permettent de gérer des outils en free floating, y compris pour des véhicules électriques, car il peut y avoir maintenant une longue déconnexion entre les bornes de recharge et ces véhicules. Du coup, on se retrouve avec des contrats totalement différents que ceux autrefois en marché ou en DSP, y compris pour les véhicules concernés, au contraire de ce que furent les pratiques il y a encore 5 ou 7 ans. Parfois, il peut ne même pas y avoir de contrat dans le free floating pur. On va avoir également une plus grande variété d'outils de déplacement. On a signalé l'autopartage ou le covoiturage. On a signalé également qu'il pouvait y avoir un regain de la marche à pied. On a le vélo, bien sûr, qui peut être du coup personnel, en marché, en DSP, en free floating, en partage. On va avoir le même genre de choix pour les trottinettes, Segway, skate électrique ou non, etc. Avec un lien ou pas vers des bornes. On va avoir un développement demain de certains cas de téléphériques, Brest par exemple, de développement de navettes maritimes ou fluviales avec des conditions qui sont en train techniquement d'évoluer. Et puis, il peut même y avoir des évolutions tout à fait majeures, comme l'Hyperloop, par exemple, pour peut-être demain ou après-demain, peut-être. Donc, la révolution des transports, de la mobilité urbaine, se fait avec beaucoup plus d'outils juridiques, beaucoup plus d'outils techniques, et une immense fluidité du passage de l'un à l'autre, à la faveur notamment du big data, du numérique, des applications, et du développement de l'intelligence artificielle aussi. Le véhicule autonome est un élément qui s'insère et peut-être demain bouleversera tout ceci. Donc on passe d'un monde simple, bus, métro, tramway, taxi, véhicule personnel, qui étaient globalement les grands outils d'il y a encore 15 ans ou 10 ans, avec un lien avec les modes de transfert plus lointains, donc connexion gare, aéroport, pour lesquels la France n'est pas toujours en avance, avec donc une multitude de nouveaux outils que voici, avec donc à chaque fois une différence d'outils et une différence de montage juridique pour ces outils. Les véhicules autonomes, demain, risquent donc de prendre plusieurs formes en termes de mobilité urbaine. On peut avoir des taxis ou VTC à mobilité assistée, de type niveau 3 ou 4, voire totalement autonome sans aucun plus de conducteur, niveau 5, mais là on n'en est pas là du tout encore. Les bus commencent d'être utilisés, ou les tramways commencent d'être utilisés également à titre expérimental sans conducteur, ou plus précisément en niveau 3 ou 4, c'est-à-dire avec un conducteur mais avec un large pilotage automatique. Des essais ont été faits à Douai il y a déjà pas mal d'années là-dessus, mais des essais un peu plus satisfaisants sont en train de se développer désormais parce que les conditions techniques ont évolué. Et puis, chacun sait que certains métros commencent d'être à l'équivalent du niveau 4. Pour les transports, il y a un cadre d'expérimentation qui est un peu spécifique. Voir sur ce point notre vidéo sur le cadre de cette expérimentation, avec à chaque fois des espoirs et des craintes spécifiques. Voir là aussi la vidéo que nous avons faite dédiée à ces craintes et à ces espoirs.
et avec des problématiques de responsabilité pour lesquelles là aussi nous avons fait une vidéo un peu plus fouillée, un peu plus longue, parce que cela soulève des problèmes éthiques et de bouleversement du cadre de responsabilité qui sont tout à fait passionnants. Du point de vue des collectivités, il y a donc la collectivité qui se dit, tiens, mes transports en régie, en marché, en DSP peuvent demain être plus ou moins automatisés. Vais-je expérimenter ceci? Comment coordonner tout ceci? Comment laisser se coordonner naturellement cela, de plus en plus avec l'initiative purement privée, du free floating? Comment faciliter les alternatives que peuvent être le partage, dans un cadre où de toute manière, de plus en plus, nous sommes dans une relation de location ou d'usage et non plus de propriété des biens en question. Quelle adaptation pour nos parkings? L'Université de Toronto nous dit qu'on pourra, dans certains cas, si les véhicules se rangent façon Tetris dans les parkings et identifient les places disponibles, avoir jusqu'à 62% de véhicules en plus dans nos parkings actuels, chiffre qui paraît quand même assez extraordinaire, mais qui est possible si on intègre le déplacement du véhicule vers des parkings aussi lointains. Ça veut dire un changement en réalité de l'organisation de nos parkings, où à terme, si on glisse vers des véhicules 5, de type 5, on aura à donner notre véhicule à l'entrée du parking qui se rangera, le véhicule se rangeant lui-même tout seul, avec probablement l'obligation dans ces cas-là de prévenir quelques minutes avant automatiquement par une application lorsqu'on se rapproche du parking pour que le véhicule se désengage puisqu'il aura été, toujours façon Tetris, rangé dans les parkings du coup dont le système même de travée, d'entrée et de sortie, de responsabilité pendant le temps du parking seront changés. On espère une plus grande fluidité de la circulation et moins de consommation carbone, sous réserve quand même que l'outil ne soit pas si parfait que tout le monde s'y précipite et qu'on revienne à un engorgement de nos villes. Or justement, nos villes grandes, moyennes et maintenant petites commencent d'être moins engorgées par le véhicule. La circulation de véhicules baisse. Les transports s'adaptent, en général avec un temps de retard. Face à cette évolution, est-ce que le véhicule autonome va repersonnaliser le trajet ou est-ce qu'en fait on va glisser vers des véhicules autonomes collectifs bon marché, puisque avec de moindres coûts humains, auquel cas évidemment on aura un système qui au contraire pourrait être l'achèvement d'une mobilité urbaine. Si on est dans la deuxième catégorie, alors dans ce cas-là on ne sera pas sur du free floating mais sur des marchés ou des DSP renouvelés. Oui, c'est énorme comme révolution. Ces choix et ces champs des possibilités s'avèrent du coup totalement considérables par l'ampleur même du champ des possibles. Face à ça, on a un droit qui peine à s'adapter. Prenons l'exemple des bornes de recharge. C'est l'autorité en charge de la voirie qui va s'en occuper. Les conditions dans lesquelles on peut intercommunaliser cette compétence sont particulièrement encadrées et de manière peut-être excessive par le Code général des collectivités territoriales avec un droit qui a ses parts de complexité. Alors c'est très bien pour des cabinets d'avocats comme nous qui faisons de savantes analyses pour aider nos clients, mais de fait ce droit est trop complexe. Et aujourd'hui, au moment où on a des bornes qui sont à multiplier, où on a préparé le passage peut-être à l'hydrogène, au moment où on a un certain nombre d'opérateurs qui en fait vont tout simplement plus changer les batteries que de les recharger, au moment où on a des contrats qui sont des contrats de 5 ans, de 7 ans avec certains opérateurs, alors que dans 7 ans, les normes techniques ne seront plus les mêmes. Un très grand opérateur de mobilité urbaine a eu ce problème à régler il n'y a pas si longtemps. Alors on se retrouve avec un problème de durée de contrat, d'adaptation de ces contrats, avec une évolution des techniques qui va plus vite que la durée de ces contrats. Et donc que aussi la possibilité de rentabiliser. On va avoir un opérateur qui va se mettre sur le marché, sa structure pour lui comme pour son délégant, par exemple si on est en DSP, sera rentable sur des durées de 5 à 7 ans minimum. Et dans 3 ans, on aura déjà d'autres normes techniques à appliquer, par exemple pour la recharge de véhicules. Et là, on se retrouve face à des vraies difficultés, soit parce qu'on va avenanter le contrat de manière illégale, parce que bouleversement de l'économie du contrat, parce que allongement de la durée, le temps de s'adapter, ou alors on va se retrouver à devoir résilier le contrat, ce qui sera très coûteux. On a des problèmes aujourd'hui d'adaptation juridique à ces types de contrats qui sont mais tout à fait considérables. Et puis évidemment, les collectivités vont devoir s'adapter aussi quant à leur mobilier urbain. Les véhicules, ils vont identifier s'ils sont sur la chaussée, s'ils peuvent circuler,
si il y a ou pas le feu qui est rouge ou vert, etc., en fonction de leurs capteurs, de leurs identifications, de leur captation volumétrique, de leurs caméras, mais aussi de bornes ou de normes d'émission qui seront probablement fixées sur le mobilier urbain. Est-ce qu'on sera dans une convention d'occupation domaniale, à charge pour les opérateurs de se débrouiller tout seuls? Faut-il que dans ces cas-là, on ne se retrouve pas avec 15 bornes différentes sur chacun de nos mobiliers urbains? Est-ce qu'on aura une norme unique, auquel cas on aura une logique à ce que ce soit à l'autorité publique, à la collectivité locale, de mettre en œuvre ces bornes? Oui, mais dans ces cas-là, c'est elle, en cas de défaut d'entretien normal, qui risque d'être responsable en cas de dysfonctionnement et donc d'accident. Des jurisprudences fiction ont été tentées à Lyon sur ce problème précis qui aboutissait à ce constat. Voir notre vidéo sur la responsabilité à ce sujet. Bien sûr, les collectivités se retrouvent du coup impliquées en termes de gestion de la mobilité urbaine. Ça bien sûr, mais aussi donc pour l'adaptation de la voirie, pour l'adaptation des parkings, pour l'adaptation demain de tout le mobilier urbain qui sera en charge de donner des informations aux véhicules autonomes avec un risque de responsabilité au titre de cette nouvelle fonction. Ce qui est tout sauf anodin et ce qui est en lien du coup avec l'usage de la ville. Déjà, pensez à toute la difficulté qui fut celle d'adapter la voirie au vélo et demain aux trottinettes ou autres usages de ce type. Pensez à toute la difficulté de cette adaptation de ce qu'on appelait les circulations douces. Eh bien, si vous avez aimé la difficulté d'adaptation vers ce genre de nouvelles pratiques, vous allez adorer l'adaptation aux véhicules autonomes parce que ça va être autrement plus compliqué, car ça s'ajoutera aux révolutions qui sont à gérer par ailleurs. Et d'ailleurs, sur tout ce qui est infra plus dur, est-ce que différents types de chaussées ou surtout de ponts n'auront pas à avoir des informations, des capteurs, mais aussi des émissions d'informations pour ces véhicules autonomes pour signaler tel danger, tel élément, et peut-être même des éléments de météorologie. Donc une multiplicité potentielle d'acteurs pour ces capteurs, sans parler des expérimentations où l'alimentation électrique viendrait de la voirie elle-même pendant la circulation. Mais là, on est vraiment sur du très très expérimental. Autre service qui va se retrouver à devoir s'adapter, c'est la police, qu'elle soit nationale, municipale ou garde champêtre. Puisque finalement, quand on va arrêter un véhicule, s'il a un conducteur, donc on est en catégorie 2, 3 ou 4, la police peut arrêter le véhicule. Si on glisse vers de la catégorie 5 dans un futur qui n'est peut-être pas si lointain que ça quand même, alors dans ces cas-là, il faudra bien décider si c'est la police qui a une sorte de joystick pour arrêter les véhicules ou si on fait des capteurs spécifiques. Ces bouleversements peuvent inquiéter. Ces bouleversements sont aussi tout simplement passionnants et peuvent être porteurs d'espoir au-delà des craintes. Voir notre vidéo à ce propos. Le tout est d'expérimenter, voir notre vidéo à ce propos, et de bien anticiper sur les révolutions à venir en matière de responsabilité, voir notre vidéo à ce propos. Mais, indépendamment du véhicule autonome, le problème pour toutes les collectivités, c'est de gérer la transition vers des modèles classiques, peu d'outils, peu de contrats, peu de modes de gestion, disons, régie, marché, DSP, pour bus, tramway, métro, et puis pouvoir de police pour les taxis, vers une multiplicité d'outils, d'acteurs, de pratiques et d'évolution de celles-ci. Très souvent, on se retrouve du coup avec des acteurs qui cherchent à planifier la mobilité urbaine, c'est leur fonction, c'est ce que le droit leur demande aujourd'hui, alors que l'on glisse de plus en plus vers un rôle d'assouplissement, de facilitateur de mouvements qui se font en réalité automatiquement avec les VTC, avec le free floating, avec la multiplicité d'acteurs, avec le big data et l'usage de smartphones pour passer d'un outil à l'autre. Et là, il y a un travail très fort du coup d'adaptation des modes classiques de mobilité urbaine, de la voirie, d'usage des pouvoirs de police, pour que les choses se fluidifient et qu'il n'en résulte pas un coût carbone supplémentaire, mais bien un coût carbone plus simple, plus faible, mieux maîtrisé. C'est un changement également donc de droit, c'est un changement de pratique, c'est un changement de mentalité. Cela impose aussi un élément important. Il n'est plus possible d'avoir
des pouvoirs de police administrative, distincts de l'autorité en charge de la voirie, distincts de l'autorité en charge de la mobilité urbaine, c'est-à-dire des outils finaux. Des structurations où tout le monde est compétent mais personne in fine ne sont plus possibles. Si vous prenez certains grands territoires nationaux où les autorités en charge des bornes de la voirie et des lignes de transport et du pouvoir de police ne sont pas les mêmes, vous ne pouvez pas aboutir à une grande efficacité collective. Qu'il y ait plusieurs acteurs qui se mettent autour d'une table pour discuter et planifier ensemble, pourquoi pas? Ça peut être d'une bonne intelligence collective. Mais la segmentation des compétences et des pouvoirs n'est tout simplement plus adaptée au rythme effréné des réformes qui sont à mettre en œuvre, au rythme effréné des révolutions techniques qu'il faut canaliser et à l'évolution de la voirie qui répond à un rythme d'évolution et de révolution qui est beaucoup plus lent que ce qu'il va falloir commencer à mettre en œuvre pour préparer ces révolutions. Bon courage! Et pour s'y préparer, à bientôt pour d'autres vidéos de notre cabinet. Au revoir.